À l'inauguration extravagante de la succursale de l'entreprise de ma femme, j'ai été accueilli par des rires et des moqueries, pointé du doigt pour mon incapacité à la satisfaire. Son amant a ensuite demandé à la sécurité de me faire sortir pour mon inutilité. En conséquence, j'ai silencieusement annulé chaque contribution financière, annulé tous les projets et liquidé ma participation de 97 millions de dollars dans l'entreprise, pour ensuite être inondé de 56 appels manqués et trouver un visiteur inattendu à ma porte quelques instants plus tard. La pièce est devenue silencieuse à la seconde où j'ai franchi ses portes. Pas le genre de silence poli et respectueux. Pas le genre où les gens se tournent pour regarder parce que quelqu'un d'important vient d'arriver. C'était l'autre genre. Le genre qui précède un rire. Et puis les rires ont commencé. Je les ai entendus en vagues, se propageant d'un côté à l'autre de la salle de bal. J'ai vu des mains couvrir des bouches, des regards en coin, des verres levés vers les visages pour cacher des sourires narquois. Et puis une femme près de la table de champagne, quelqu'un que je n'avais jamais vu de ma vie, s'est penchée vers son ami et a dit assez fort pour que je l'entende clairement par-dessus le quatuor de jazz qui jouait dans le coin, « Oh mon Dieu, c'est lui ?» L'homme d'une minute. J'ai continué à marcher. Mon visage est resté impassible. Ma respiration est restée régulière. 22 ans à diriger une entreprise vous apprennent à encaisser un coup sans broncher. Vous apprenez que la pire chose que vous puissiez faire lorsque quelqu'un essaie de vous briser est de lui montrer que cela fonctionne. Mais j'ai entendu chaque mot, absolument chaque mot. Je m'appelle Bradley Hargrove. J'ai 49 ans. J'ai bâti une entreprise de logistique et de chaîne d'approvisionnement à partir d'un seul entrepôt à Columbus, Ohio, pour en faire une opération nationale d'une valeur de plus de 138 millions de dollars. Je détiens 70% des parts. Ma femme Simone détient les 30 autres. Ou plutôt, elle les détenait. Ce soir-là, lors de la grande inauguration de la nouvelle succursale de Simone à Chicago, au 34e étage d'une tour de verre sur North Michigan Avenue, entouré de 400 personnes qui se moquaient de moi, j'ai pris une décision. Pas une décision émotionnelle, pas une décision réactive. Le genre de décision froide et précise que l'on ne peut prendre que lorsque la colère est si profonde qu'elle est déjà devenue silencieuse. J'ai fait demi-tour et je suis sorti par où j'étais entré, calmement, sans un mot. Et puis je me suis mis au travail. Avant de vous dire ce qui s'est passé ensuite, je dois vous demander de faire quelque chose. Si vous avez déjà été humilié par quelqu'un qui était censé vous aimer, si vous avez déjà du sourire alors que quelque chose brûlait en vous, laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi un mot qui décrit ce que l'on ressent. Je les lis tous sans exception. Et si cette histoire vous captive déjà, abonnez-vous et laissez un j'aime pour que plus de gens la découvrent. Parce que cette histoire, je vous le promets, ne va pas là où vous pensez qu'elle va. Je dois revenir au début. Non pas parce que je veux votre sympathie. Je veux que vous compreniez exactement comment nous en sommes arrivés à cette salle de bal. Simone Hargrove, née Simone Adler, avait 26 ans quand je l'ai rencontrée. J'en avais 31. Elle travaillait comme coordinatrice du développement commercial pour un courtier en fret de taille moyenne à Cincinnati. Et j'étais là pour leur proposer un partenariat avec mon entreprise qui avait alors 3 ans. C'est elle qui m'a conduit à la salle de conférence. Et quand j'ai fait ma présentation, elle a été la seule personne dans cette pièce à poser une question qui m'a fait réfléchir. Elle a dit, « Que arrive-t-il à vos clients lorsque vous vous développez trop vite et que votre infrastructure ne peut pas suivre ?» Je l'ai regardée et j'ai pensé, cette femme est brillante. Nous avons dîné 2 jours plus tard. Nous nous sommes fiancés 14 mois après. Et 2 ans après notre mariage, j'ai pris la décision qui a défini tout ce qui a suivi. J'ai donné à Simone 30% des parts de Hargrove Logistique. Non pas parce que j'y étais légalement obligé. Non pas parce qu'elle m'a mis la pression, mais parce que je croyais en elle. Parce que je pensais que nous étions partenaires dans tous les sens du terme. Parce que j'étais le genre d'homme qui, quand il aime quelqu'un, mise tout. C'est important. Souvenez-vous de cela. Pendant les 8 premières années, cela a fonctionné. Simone était vraiment talentueuse. Elle a bâti notre division des relations clients à partir de rien. Elle a développé des relations avec des distributeurs régionaux qui ont ouvert des portes que je n'aurais pas pu franchir seul. Elle avait une intelligence sociale qui me manquait. Là où j'étais à l'aise avec les feuilles de calcul et les opérations, elle était à l'aise dans des salles pleines de gens, gagnant leur confiance presque instantanément. Nous nous complétions. C'était l'histoire que nous nous racontions.
C'était l'histoire que je croyais. Ce que je n'ai pas vu, parce que j'étais trop occupé à diriger l'entreprise, c'est quand l'histoire a commencé à changer. Cela a commencé il y a 3 ans. De petites choses d'abord. Simone a commencé à pousser agressivement pour l'expansion à Chicago. Pas seulement en le suggérant, mais en le menant avec une sorte d'urgence qui semblait différente de sa pensée stratégique habituelle. Elle voulait sa propre succursale, sa propre équipe, son propre territoire. Je l'ai soutenue. Bien sûr que je l'ai fait. J'ai soutenu sa proposition avec 32 millions de dollars de capital de l'entreprise. Puis sont venues les nuits tardives. Simone avait toujours travaillé dur, mais c'était différent. Les appels qui s'arrêtaient quand j'entrais dans la pièce, les week-ends qu'elle passait à Chicago pendant la construction pendant que je tenais le fort à Columbus. La façon dont elle a commencé à parler de son chef de projet sur ce chantier de Chicago, un homme nommé Derek Weston, avec une familiarité qui semblait étudiée, comme si elle avait appris à prononcer son nom avec désinvolture. Je ne suis pas un homme méfiant par nature, mais je suis analytique. J'ai remarqué. Je l'ai classé et j'ai continué à travailler. 6 mois avant la grande inauguration, j'ai engagé un consultant privé pour effectuer un examen de routine de la structure financière de la succursale de Chicago. C'était une pratique courante. Je le faisais avec chaque opération majeure. Mais cet examen a révélé quelque chose qui n'était pas du tout courant. Il y avait 2 jeux de livres comptables. Pas une fraude dramatique et évidente. Pas le genre de choses qu'une personne négligente laisserait derrière elle. Des ajustements sophistiqués et superposés conçus pour ressembler à une variance normale au niveau macro. Mais quand on creusait, quand on suivait les paiements des fournisseurs à travers 3 sociétés écrans qui n'auraient pas dû exister, on trouvait un schéma. De l'argent circulait. Pas beaucoup à la fois, mais de manière constante. Sur 18 mois, environ 4,2 millions de dollars avaient été discrètement détournés du budget de construction de Chicago. Et la trace écrite, aussi faible soit-elle, pointait vers 2 personnes. L'une d'elles était Derek Weston. L'autre était ma femme. Je suis resté avec cette information pendant 11 jours avant de faire quoi que ce soit. 11 jours à rentrer à la maison chez Simone, à dîner avec elle, à lui demander comment s'était passée sa journée, à l'écouter parler de la fête d'inauguration, de la liste des invités et du fleuriste qui s'était trompé dans les centres de table. 11 jours à la regarder me mentir en face sans qu'elle sache que je voyais clair dans son jeu. J'ai utilisé ces 11 jours à bon escient. J'ai appelé David Ashworth, qui est mon avocat depuis 14 ans et en qui j'ai plus confiance qu'en presque n'importe qui au monde. J'ai appelé ma comptable, René Calder, qui est l'être humain le plus méthodique que j'ai jamais côtoyé. Et j'ai appelé Franklin Brigg, un enquêteur financier judiciaire que j'avais utilisé 2 fois auparavant pour des vérifications diligentes lors d'acquisition. Ensemble, au cours de ces 11 jours, nous avons monté un dossier. Un dossier complet, irréfutable et documenté. Chaque transaction, chaque société écran, chaque horodatage, chaque signature électronique. Nous avons aussi trouvé autre chose. Simone avait discrètement déposé des documents 4 mois plus tôt pour reclasser ses actions. C'était enfoui dans un dépôt d'entreprise de routine, le genre qui passe par un cabinet d'avocats et ne croise le bureau de l'actionnaire fondateur que si quelqu'un surveille spécifiquement. Elle avait consulté un avocat d'affaires sur la restructuration de la propriété d'une manière qui lui donnerait le contrôle opérationnel de la succursale de Chicago en tant que filiale semi-indépendante. Si le dépôt avait été accepté sans contestation, elle aurait effectivement créé une entité distincte qu'elle contrôlait entièrement, en utilisant 32 millions de dollars de mon capital pour le faire. Elle préparait une sortie, pas seulement du mariage, mais de l'entreprise. Et Derek Weston en était la raison. J'ai trouvé les messages par accident. Je ne les cherchais pas. Franklin examinait les journaux de communication sur le serveur de l'entreprise dans le cadre de l'enquête financière, et ils étaient là. 2 ans de correspondance sur un compte de messagerie d'entreprise que Simone n'avait apparemment jamais pensé à verrouiller. Peut-être parce qu'elle l'utilisait depuis si longtemps que cela lui semblait invisible. Je ne décrirai pas le contenu en détail. Je dirai seulement ceci. Simone a raconté à Derek des choses sur moi, des choses privées, des choses intimes, des choses qu'une femme apprend sur un mari au fil des années de mariage et qu'elle garde confidentielles, comme il se doit. Elle les a partagées avec lui, et il les a utilisées pour la faire rire. 2 ans à se moquer de moi par écrit. J'ai lu les messages une fois, j'ai fermé le dossier, j'ai dit à Franklin de tout conserver,
puis je suis allé à la salle de sport pendant 2 heures parce que j'avais besoin de frapper quelque chose qui ne rendrait pas les coups. Puis je suis retourné à la planification. La fête d'inauguration était prévue pour un samedi soir. Simone s'y préparait depuis des semaines. Le lieu était la Pinnacle Ballroom de la Meridian Tower sur North Michigan Avenue. 400 invités, quatuor de jazz, tour de champagne, tout le tralala. Elle n'avait reculé devant aucune dépense car elle dépensait l'argent de l'entreprise. L'argent de mon entreprise. J'ai décidé d'y assister. Non pas parce que je voulais la confronter publiquement, non pas parce que je voulais une scène. J'ai décidé d'y assister parce que disparaître ce soir-là aurait été suspect et parce que j'avais un autre type de plan en marche qui nécessitait une séquence d'événements spécifiques. Ce que je n'avais pas anticipé, c'était Derek Weston. Je suis arrivé à la Meridian Tower à 19h45. Le portier a vérifié mon nom sur la liste et quelque chose a traversé son visage que je n'ai pas pu lire à ce moment-là. Je sais maintenant ce que c'était. On lui avait dit quelque chose sur moi. L'ascenseur s'est ouvert au 34e étage. Et quand je suis entré dans cette salle de bal, je portais un costume gris anthracite que j'avais fait faire à Milan 5 ans auparavant, et j'étais complètement calme. La salle était pleine, bruyante et scintillante. Le genre d'événement que Simone pouvait vraiment organiser magnifiquement. Le silence a commencé environ 10 secondes après mon entrée. Pas immédiatement. Il s'est propagé comme un message passant de personne à personne. Et puis sont venus les rires. La femme près de la table de champagne. Le murmure qui n'était pas tout à fait un murmure. L'homme d'une minute. J'ai continué à marcher. Je cherchais Simone. Je l'ai trouvée de l'autre côté de la pièce, debout avec un groupe de personnes près des baies vitrées donnant sur le lac. Elle portait une robe rouge que je n'avais jamais vue auparavant et elle me regardait avec une expression que je ne peux décrire que comme calculatrice, pas paniquée. Calculatrice, comme si elle déroulait une séquence dans sa tête. J'étais à 20 pieds d'elle quand Derek Weston s'est mis devant moi. Il était grand, plus jeune que moi, peut-être 38 ans, portant un costume qui semblait avoir été acheté spécialement pour cette occasion. Il avait la posture assurée d'un homme qui croyait être en train de gagner, ce qui, pour autant qu'il le sache, était le cas. Il a posé une main sur ma poitrine, pas fort, pas violemment, juste de la manière dont un homme pose une main sur une poitrine quand il veut arrêter quelqu'un sans créer de scène. « Bradley, a-t-il dit, je pense qu'il est temps pour toi de partir. » La salle autour de nous regardait. « C'est un événement privé, a-t-il poursuivi, sa voix douce est juste assez forte pour que les 20 personnes les plus proches l'entendent. Pour les associés et les parties prenantes, j'ai bien peur que ta présence ici soit une perturbation. » Il s'est tourné vers quelqu'un que je ne pouvais pas voir et a dit, « Quelqu'un peut-il appeler la sécurité ?» Simone regardait de l'autre côté de la pièce. Elle n'a pas bougé. Elle n'a pas dit un mot. Elle a juste regardé. J'ai regardé la main de Derek Weston sur ma poitrine. Puis j'ai levé les yeux vers son visage et j'ai dit très doucement pour que lui seul puisse l'entendre, « Enlève ta main de moi, une fois. » Il l'a fait. Quelque chose dans ma voix lui a dit de le faire. Puis j'ai redressé ma veste. J'ai regardé autour de la salle tous ces visages qui observaient. Certains riaient encore, d'autres s'étaient tus avec quelque chose qui aurait pu être du malaise. J'ai regardé Simone, qui n'avait toujours pas bougé, puis je me suis dirigé vers l'ascenseur. J'ai entendu quelques rires étouffés alors que les portes se fermaient derrière moi. Le temps d'arriver dans le hall, j'avais mon téléphone à la main, et j'ai appelé David. « C'est le moment, ai-je dit. »« J'attendais, a-t-il dit. »« Tout est en place. » Voici ce qui se passe quand un homme détenant 70% d'une entreprise de 138 millions de dollars décide d'exercer ce pouvoir en 24 heures. Le premier appel de David a été à la banque principale de l'entreprise où j'avais le pouvoir de signature sur tous les comptes majeurs. À 20h15 ce samedi soir, chaque paiement discrétionnaire lié à la succursale de Chicago était suspendu en attente d'examen. Les factures des fournisseurs qui devaient être payées automatiquement le lundi matin. Les avances des entrepreneurs, l'escalade du bail que Simone avait discrètement approuvé sans ma signature. Tout était gelé. Le deuxième appel était destiné à l'entreprise de traiteurs qui s'occupait de la fête d'inauguration. Nous avions un compte d'entreprise chez eux depuis 6 ans. Le solde dû pour l'événement de cette soirée était de 412 000 $, que Simone avait prévu de faire passer par le compte de l'entreprise le lundi.
David les a contactés et les a informés que le compte de l'entreprise était sous examen financier et qu'aucune charge ne pourrait être traitée jusqu'à nouvel ordre. Il l'a fait poliment, avec une documentation complète, et a suggéré qu'il contacte directement Simone pour des arrangements de paiement alternatifs. Le troisième appel concernait le bloc d'hôtel. Simone avait réservé 14 chambres au Loews Chicago sur East Superior Street pour les invités de l'extérieur venant pour le week-end d'inauguration. Compte d'entreprise, même résultat, suspendu. Le quatrième appel était celui auquel je pensais depuis le plus longtemps. Simone et moi avions prévu un voyage d'affaires à Barcelone dans 3 semaines, un voyage qu'elle m'avait décrit comme un sommet sur les relations avec les partenaires avec les distributeurs européens. L'enquête de Franklin avait établi que Derek Weston était également inscrit pour assister à ce sommet. Le voyage avait été réservé via le compte de voyage de l'entreprise. Vol en classe affaires, une suite à l'hôtel Air Barcelona sur le front de mer, 5 700 € pour 5 nuits. David a passé l'appel. Les 2 réservations ont été annulées. À 22h30 ce soir-là, alors que Simone était probablement encore dans cette salle de bal au 34e étage de la Meridian Tower, levant des verres de champagne et laissant Derek Weston savourer le moment. L'architecture financière qu'elle avait mis 2 ans à construire avait commencé à s'effondrer silencieusement. Mais l'appel le plus important, celui dont tout le reste dépendait, avait eu lieu plus tôt, avant la fête, 2 jours avant. J'avais exercé une disposition d'actionnaire que j'avais fait rédiger discrètement par David dans notre accord d'entreprise il y a 4 ans, lorsque la société avait franchi pour la première fois les 50 millions de dollars de valorisation. C'était une clause qui permettait à l'actionnaire majoritaire d'initier un examen de valorisation et un gel temporaire des actifs de toute filiale ou division en réponse à une irrégularité financière documentée. L'irrégularité était documentée. La clause a été déclenchée. La succursale de Chicago, en tant que filiale de Hargrove Logistics, était maintenant soumise à un examen financier complet sous mon autorité d'actionnaire majoritaire. La tentative de Simone de scinder la succursale de Chicago en une entité indépendante venait de se heurter à un mur de la taille d'un dépôt fédéral. Je suis rentré à Columbus cette nuit-là, 4 heures sur l'I-65 Sud, les fenêtres baissées, la radio éteinte. J'avais besoin de silence. J'ai pensé à 14 ans de mariage. J'ai pensé à une femme qui m'avait un jour posé la bonne question dans une salle de conférence à Cincinnati et à qui j'avais répondu honnêtement parce que je pensais qu'elle méritait la vérité. J'ai pensé à ce que signifie tout miser sur une personne et l'avoir dépensé cet investissement dans quelque chose que vous n'aviez jamais accepté. Je n'ai pas pleuré. Je ne dis pas ça pour paraître dur. Je le dis parce que le deuil avait déjà eu lieu. Quelque part au cours de ces 11 jours d'observation et de constitution du dossier, j'avais fait la majeure partie de mon deuil. Ce qui restait ressemblait plus à du travail, au genre de travail concentré et délibéré que j'avais fait toute ma vie. Je suis rentré à la maison à 2 heures du matin, je me suis versé un verre de bourbon et je suis allé me coucher. Mon téléphone avait 56 appels manqués. Le premier appel est arrivé à 22h47 samedi soir. Simone. Je l'ai laissé sonner. Le second, 11 minutes plus tard. Le numéro de Derek, que j'avais depuis des années car il était un employé de l'entreprise. Je l'ai laissé sonner aussi. Puis encore Simone. Puis un numéro que je ne reconnaissais pas, qui s'est avéré être celui du directeur des événements du traiteur, qui venait apparemment d'apprendre que le paiement du lundi ne serait pas traité et était logiquement inquiet. Puis encore Simone. Puis un indicatif régional de Chicago que je ne reconnaissais pas. Puis Simone 4 fois de plus. À 2 heures du matin, quand je suis arrivé à la maison, le décompte était de 56. J'ai retourné le téléphone face contre table sur ma table de chevet et j'ai dormi 6 heures. Dimanche matin, j'ai fait du café. Je me suis assis à ma table de cuisine, la même table où Simone et moi avions pris le petit déjeuner pendant 8 ans, et j'ai commencé à retourner les appels. Pas ceux de Simone, ni de Derek. Les appels des fournisseurs, du traiteur, de l'hôtel. J'ai traité chacun d'eux professionnellement. Je me suis excusé pour le désagrément. J'ai expliqué qu'un examen financier était en cours. J'ai confirmé que les obligations de l'entreprise seraient honorées par les voies appropriées une fois l'examen terminé. Chaque conversation était courtoise. Chaque fournisseur est reparti avec la claire compréhension que s'il avait des questions sur le paiement, il devait contacter directement Simone Hargrove. La sonnette a retenti à 11h47 dimanche matin. Je n'attendais personne.
J'ai regardé par la fenêtre avant d'ouvrir la porte et j'ai vu quelque chose que je n'avais pas anticipé. C'était le père de Simone. Robert Adler a 68 ans. C'est un entrepreneur électricien à la retraite de Dayton. C'est un homme qui a construit des choses de ses mains pendant 40 ans et qui, en 14 ans que je le connais, ne m'a jamais rien demandé. Il m'appelle pour mon anniversaire. Il est venu à l'enterrement de ma mère. Il est, au sens le plus vrai, un homme décent. Et il se tenait sur mon Porsche, ses clés de voiture à la main, ce qui signifiait qu'il avait conduit 2 heures depuis Dayton sans appeler. J'ai ouvert la porte. Il m'a regardé pendant un long moment. Puis il a dit, « Je pense que tu devrais me dire ce qui s'est passé. » Je lui ai fait un café. Nous nous sommes assis à la même table de cuisine et je lui ai tout raconté. Pas tout. Pas les messages, pas les détails que je n'avais aucun droit de partager avec un père à propos de sa fille, mais la situation financière, les sociétés écrans, les 4,2 millions, la restructuration des parts, le dépôt pour scinder la succursale de Chicago. Robert a écouté sans m'interrompre. Il tenait sa tasse de café à 2 mains et fixait la table pendant que je parlais. Quand j'ai eu fini, il n'a pas parlé pendant un long moment. Finalement, il a dit, « Je vais te demander quelque chose, et j'ai besoin d'une réponse franche. » Bien sûr, ai-je dit. Y a-t-il une partie de tout cela qui soit fausse? Un détail qui pourrait ne pas être ce qu'il semble? Non, ai-je dit. J'aimerais qu'il y en ait une. Il a hoché la tête lentement. Elle m'a appelé la nuit dernière. Elle m'a dit que tu essayais de détruire son entreprise par jalousie, que tu t'étais pointé à la fête et que tu avais fait une scène, puis que tu étais rentré chez toi et avais tout annulé pour la punir. Je n'ai rien dit. Je lui ai dit, a dit Robert, que tu n'étais pas le genre d'homme à faire des scènes. Elle n'a pas eu de bonne réponse à cela. Il a posé la tasse de café. Je suis désolé, Bradley. Je ne sais pas où je me suis trompé avec elle, mais je sais que ce n'est pas de ta faute. Je l'ai raccompagné à sa voiture 1 heure plus tard. Il m'a serré la main. Puis il m'a pris dans ses bras pour une étreinte qui a duré plus longtemps que ce à quoi on pourrait s'attendre de la part d'un homme qui a grandi dans une génération qui ne se prenait pas dans les bras. Je suis resté dans l'allée après son départ et je me suis laissé ressentir tout le poids de la situation pendant exactement 60 secondes. Puis je suis rentré et j'ai appelé David. Les poursuites judiciaires ont commencé le mercredi. David avait déposé la documentation sur l'irrégularité financière auprès du conseil d'administration, qui se composait techniquement de moi, de Simone et de 2 administrateurs indépendants que nous avions fait entrer il y a 3 ans, une femme nommée Patricia Holz, qui dirigeait un cabinet de conseil en chaîne d'approvisionnement, et un homme nommé George Faraday, qui avait 30 ans d'expérience dans la finance logistique. Tous 2 étaient professionnels, tous 2 étaient sérieux, et tous 2 ont examiné la documentation au cours de 2 jours avec la gravité qu'elle méritait. La réunion du conseil d'administration s'est tenue dans notre bureau de Columbus un jeudi après-midi. Simone est arrivée avec sa propre avocate, une femme nommée Caroline Voss, dont j'avais entendu parler et que je respectais. Simone elle-même avait l'air différente de la fête. Composée en surface, mais quelque chose sous le calme bougeait comme de l'eau sous la glace. Derek Weston n'était pas présent. Son avocat l'était. Je ne vous décrirai pas chaque détail de la réunion du conseil car une partie est encore en cours et mon propre avocat m'a conseillé une discrétion appropriée, mais je vous dirai quel en a été le résultat. Patricia et George ont voté pour maintenir l'examen financier et le gel temporaire des actifs. La tentative de Simone de les faire annuler a échoué. Le conseil a demandé un audit indépendant complet de la succursale de Chicago à réaliser dans les 60 jours. Toutes les dépenses discrétionnaires ont été suspendues en attendant l'audit et le dépôt de restructuration des parts que Simone avait initié a été formellement contesté et mis en attente en attendant l'enquête financière. L'avocate de Simone a soutenu que ces actions étaient des représailles. Caroline Voss est douée dans son travail et elle a présenté un cas convaincant, mais la documentation était ce qu'elle était. On ne peut pas contester une trace écrite que des comptables judiciaires ont déjà retracée jusqu'à sa source. Quand la réunion s'est terminée, Simone et moi nous sommes retrouvés dans le couloir pendant 30 secondes seuls pendant que nos avocats parlaient aux administrateurs indépendants. C'était la première fois que nous étions face à face depuis que j'avais quitté cette salle de bal. Elle m'a regardé et a dit, « Tu n'étais pas obligé de faire ça de cette façon. » J'ai dit, « Tu as fixé les conditions quand tu as signé les documents des sociétés écrans. » Elle a dit, « J'allais te parler. » J'ai dit, « Simone, tu as raconté à Derek des choses sur moi, des choses privées.
Tu as laissé 400 personnes m'entendre être traité de cette façon en public, et tu es resté là à regarder. Je ne pense pas que parler ait jamais vraiment fait partie de ton plan. Elle n'a pas eu de réponse à cela. Je suis retourné dans la salle du conseil. Voici ce qui est arrivé à Derek Weston. L'entreprise a mis fin à son emploi le lundi suivant la fête, avec effet immédiat, pour faute financière en attente d'enquête. Son accès à la messagerie d'entreprise a été révoqué. Son véhicule de fonction, qui était un avantage de son poste de chef de projet, a été récupéré par une société de leasing le mardi. Il a engagé un avocat et a envoyé une lettre de réclamation pour licenciement abusif. La documentation de Franklin a été envoyée à l'avocat dans les 48 heures. La lettre n'a pas eu de suite. J'ai entendu dire par un contact commun dans le monde de l'immobilier de Chicago que Derek avait déménagé de l'appartement qu'il louait à River North. J'ai entendu dire que Simone avait payé une partie de ce loyer via un compte fournisseur. J'ai entendu dire que lorsque ce compte a été gelé, le propriétaire avait commencé à poser des questions embarrassantes. Je n'ai pas cherché cette information. Elle est venue à moi, ce qui est généralement ainsi que ça se passe quand on dirige une entreprise depuis assez longtemps et qu'on connaît les bonnes personnes. La demande de divorce est arrivée 41 jours après la fête. Je m'y attendais plus tôt. Honnêtement, je pense que Simone et Caroline Voss attendaient de voir comment la situation financière se stabiliserait avant de faire leur démarche. Tactiquement intelligent, mais la situation financière ne s'améliorait pas en faveur de Simone, et finalement, il faut agir. Elle a déposé la demande dans le comté de Franklin, Ohio. La demande mentionnait des différends irréconciliables, ce qui est la manière légale de dire « nous savons tous les deux exactement ce qui s'est passé, et nous préférons ne pas le mettre dans un document ». Son avocate a fait une réclamation agressive sur sa participation de 30% et a plaidé pour un traitement de valorisation qui aurait porté sa part à un peu plus de 40 millions de dollars. David avait anticipé cela. Nous avions passé 3 semaines à préparer notre contre-position. La participation de 30% était réelle et c'était la sienne, et je ne le contestais pas. Mais la documentation sur la faute financière, les 4,2 millions, les sociétés écrans, la violation de l'obligation fiduciaire, tout cela était maintenant formellement enregistré. En Ohio, une faute financière commise par un actionnaire peut affecter les termes du règlement dans une dissolution. Cela n'élimine pas la participation, mais cela change considérablement la conversation. Cela signifiait également que Simone faisait face à une responsabilité civile potentielle distincte de la procédure de divorce. Et si l'audit se concluait avec les conclusions que les comptables judiciaires avaient signalées, il y avait un renvoi à envisager. Caroline Voss est une avocate intelligente. Elle savait ce que l'audit allait trouver. Je pense qu'elle a parlé à Simone et je pense que Simone a eu quelques jours difficiles. Le règlement auquel nous sommes finalement parvenus a nécessité 4 mois de négociations. Je ne vais pas partager les termes spécifiques car certains d'entre eux sont confidentiels par accord et parce que certains détails m'appartiennent. Ce que je vous dirai, c'est que c'était juste, pas généreux d'un côté comme de l'autre. Juste. David est un meilleur avocat qu'il n'est compteur, mais il s'est assuré que chaque chiffre reflétait ce que la documentation montrait. La succursale de Chicago est maintenant sous une nouvelle direction. J'ai fait appel à une directrice des opérations nommée Angela Kahn, qui venait d'une entreprise de fret nationale à Atlanta et qui n'a aucune relation personnelle avec mon ex-femme. L'audit s'est terminé. Les conclusions étaient significatives. 2 affaires distinctes ont été renvoyées. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de ces renvois. Ce n'est pas à moi de gérer ces cas. 3 mois après la finalisation du divorce, j'étais dans mon bureau de Columbus un mardi matin, en train d'examiner les chiffres du 3e trimestre, lorsque mon assistante m'a dit que j'avais une visiteuse sans rendez-vous. Elle a dit que la femme lui avait dit que c'était personnel et qu'elle pensait que je voudrais entendre ce qu'elle avait à dire. J'ai dit de la faire entrer. Elle avait peut-être 45 ans, habillée professionnellement avec le genre de contact visuel direct qui vous dit qu'une personne est habituée aux conversations difficiles. Elle s'est présentée comme étant Patricia Walsh. Elle m'a dit qu'elle était associée dans un cabinet spécialisé dans le conseil en éthique d'entreprise et qu'elle avait entendu parler de ce qui s'était passé avec la succursale de Chicago. Pas de moi, mais de gens de l'industrie qui étaient au courant des résultats des audits. Elle a dit qu'elle menait une enquête parallèle sur Derek Weston pour le compte d'un précédent employeur. Elle a dit qu'elle croyait avoir des documents le reliant à des irrégularités financières similaires dans une entreprise de logistique à Denver 3 ans avant qu'il ne rejoigne Hargrove.
Elle voulait savoir si je serais prêt à coopérer en partageant des informations. J'ai appelé David. David a appelé son avocat. Nous avons eu une réunion formelle 2 semaines plus tard. Je ne sais pas encore où cela mènera, mais je vais vous dire ce que j'ai pensé quand elle a quitté mon bureau cet après-midi-là. J'ai pensé à une femme dans une salle de conférence de Cincinnati il y a 12 ans qui me demandait « Que arrive-t-il lorsque vous vous développez trop vite et que votre infrastructure ne peut pas suivre ?» Je lui ai donné la meilleure réponse que j'avais à l'époque. Et puis j'ai passé les 12 années suivantes à apprendre que ce n'était pas suffisant. Que vous pouvez construire la structure la plus solide du monde et qu'elle peut quand même vous faire défaut si la personne en qui vous aviez confiance à l'intérieur est en train de démonter discrètement les murs. Mais voici le truc. Les structures peuvent être reconstruites. Je sais comment faire ça. C'est ce que j'ai toujours su faire. Il y a une dernière chose que je veux vous dire avant que cela ne se termine. 3 semaines après la réunion du conseil d'administration, je suis monté à Dayton un dimanche et j'ai emmené Robert Adler prendre le petit déjeuner. Il a choisi l'endroit, un dîner sur Salem Avenue qui servait apparemment le même menu de petit déjeuner depuis 1971. Nous avons mangé des œufs et du mauvais café et avons parlé des Bengals pendant 20 minutes, qui est la seule équipe de football pour laquelle Robert a jamais eu une réelle conviction. Puis il a dit, j'ai parlé à Simone. J'ai attendu. Je lui ai dit que quoi qu'elle pensait faire, elle t'avait maltraité. Que peu importe ce qui s'était passé entre vous deux, un homme méritait mieux que ce qu'elle a laissé se produire à cette fête. Il a regardé son café. Elle a pleuré, ce à quoi je ne m'attendais pas. A-t-elle dit quelque chose? Ai-je demandé. Elle a dit qu'elle avait honte d'elle-même depuis cette nuit-là. Que quand elle a vu ton visage alors que tu sortais, quelque chose s'est éclairci pour elle qui n'était pas clair auparavant. Je n'ai rien dit. Je ne te demande pas de lui pardonner, a dit Robert rapidement. Ce sont tes affaires. Je voulais juste que tu saches que la femme que j'ai élevée est toujours quelque part là-dedans. Elle a juste fait une longue série de très mauvais choix. Il a levé les yeux vers moi. Et moi aussi probablement, pour ne pas avoir posé de questions plus difficiles quand j'aurais dû. Je lui ai dit qu'il n'était pas responsable des décisions de sa fille à 40 ans. Il a dit, non, mais je suis responsable du petit déjeuner. Il a pris l'addition avant que je puisse l'atteindre. Je suis resté assis dans ma voiture pendant quelques minutes avant de rentrer à Columbus. Les fenêtres du dîner étaient embuées sur les bords à cause de la chaleur à l'intérieur. J'ai pensé à ce que signifie tout miser sur une personne, à ce que vous êtes censé faire lorsque ce choix s'avère être le mauvais. Je n'ai pas de réponse claire à cela. Je ne suis pas sûr que quelqu'un en ait une. Ce que je sais, c'est que les mauvais choix faits par d'autres personnes ne sont pas la fin de l'histoire. Ils sont un chapitre. Et les chapitres se terminent. J'ai 49 ans. J'ai bâti une entreprise à partir d'un seul entrepôt à Columbus, Ohio, pour en faire quelque chose d'une valeur de 138 millions de dollars. J'ai réussi cela en me présentant au travail pendant environ 10 000 jours, en faisant le travail et en refusant de baisser les bras lorsque le sol s'est dérobé. C'est toujours qui je suis. Le nombre de personnes qui peuvent me définir tient dans ma main. Robert Adler en fait partie. Mon avocat, David, en est un autre. Ma mère, décédée il y a 3 ans, compte même si elle est partie. Mon directeur principal des opérations, un homme nommé Curtis Wells, qui est avec moi depuis 11 ans et en qui j'ai une confiance sans réserve. Derek Weston n'est pas sur cette liste. Et depuis 4 mois, Simone Hargrove n'y est plus non plus. Ce qui s'est passé au 34e étage de la Meridian Tower sur North Michigan Avenue, les rires, les mots, la main sur ma poitrine, l'agent de sécurité marchant vers moi comme si j'étais un problème à retirer d'une pièce que j'avais financée, était censé être la fin. Censé être le moment où je me briserais. C'était en fait le moment où j'ai commencé. 56 appels manqués sur un téléphone auquel je n'ai pas répondu. Ce n'est pas un homme en train d'être détruit. C'est un homme qui savait déjà exactement ce qu'il faisait. Vous construisez quelque chose de réel en sortant des pièces qui ne méritent pas votre présence. Vous construisez quelque chose de réel en faisant le travail pendant que d'autres personnes sont encore en train de célébrer. Et vous construisez quelque chose de réel en sachant au plus profond de vous que les personnes qui se sont moquées de vous dans cette salle de bal devront finalement faire face à ce que vous avez construit de l'autre côté de votre silence. Je m'appelle Bradley Hargrove. Je suis parti tranquillement, puis je me suis mis au travail. Ce n'était pas l'humiliation dans cette salle de bal. Ce n'était même pas la trahison.
C'était les 11 jours. 11 jours à s'asseoir en face de quelqu'un qui vous mentait en face et à choisir de ne pas réagir, juste observer, construire, attendre. La plupart d'entre nous, moi y compris, auraient explosé au 2e jour. Mais il a compris quelque chose que je pense que nous devons tous entendre. La réponse la plus silencieuse est parfois la plus puissante. Toutes les batailles n'ont pas besoin d'être bruyantes pour être gagnées. Laissez un commentaire ci-dessous. Auriez-vous été capable de rester aussi silencieux ?